Vous pourrez me dire qu'on peut démarrer? Je pourrais faire attendre 17h05 parce que théoriquement, D'accord, nous très bien. comptons 900 Vous me personnes, donnerez on n'est que 400. le top alors. Très bien, merci. OK, donc on va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue du coup sur, cette conférence du coup sur les sauvages, animée par, Arné Pascal et Thomas Coutan, je crois. Il est là? Est-ce que Oui, oui, je suis bien là. oui, OK, parfait. Donc, juste simplement quelques petites consignes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et du coup, moi, je les prendrai en note et on les posera à la fin de la conférence. Et donc, bien sûr, vous désactivez votre micro et votre caméra. Et ben voilà, je vous laisse commencer. Merci, merci et bonjour à tous. Donc pour cette conférence qui est consacrée à la fois au NAC et à la faune sauvage. Donc je suis Pascal Arnay, je suis enseignant-chercheur en zootechnie à l'école vétérinaire d'Alfort et je suis également le directeur du centre hospitalier universitaire vétérinaire faune sauvage et c'est notamment à ce titre que je vais intervenir devant vous ce soir. Alors, on m'a demandé donc d'aborder les aspects ayant trait au vétérinaire faune sauvage avec un titre loin des clichés entre rêve et réalité. Donc effectivement, le métier de vétérinaire faune sauvage est un rêve que caressent beaucoup d'étudiants, notamment avant de rejoindre l'école vétérinaire. Et on s'aperçoit qu'au fil des années, finalement, cette envie évolue. Et si on est parti entre 20 et 50% d'étudiants qui, à l'arrivée de l'école, considèrent que la faune sauvage pourrait être effectivement une opportunité importante pour leur carrière future, ils ne sont plus qu'une infime minorité en fin de cursus. Non pas qu'ils aient été dégoûtés de cette filière, mais en fait de manière beaucoup plus positive. Au cours du cursus, on découvre plein d'autres activités, on découvre que le métier de vétérinaire, c'est une multitude de métiers, en réalité, une multitude d'opportunités, et donc on est souvent amené à s'orienter vers d'autres choix finalement qu'on méconnaissait avant de rejoindre cette école.
Alors néanmoins, le vétérinaire a une place tout à fait légitime dans les problématiques touchant à la faune sauvage. Vous avez sans doute entendu parler du concept One Health, ou une seule santé, en fait, qui est un concept qui a émergé au début des années 2000 et qui finalement globalise la santé à plusieurs niveaux, finalement, la santé des animaux, qu'elle connecte avec la santé humaine, et le vétérinaire est une personne très importante dans la protection de la santé humaine, notamment au travers de la prévention des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Et puis, il y a aussi également tout ce qui concerne la santé des environnements. Donc ça, c'est un concept plus nouveau. Et donc, l'approche intégrative qui consiste à concevoir la santé au niveau global, on conçoit bien que le vétérinaire, qui est justement le spécialiste de la médecine et la chirurgie des animaux, est bien sûr très bien placé pour étudier, pour faire partie intégrante de ce concept, et donc notamment travailler avec les différentes interfaces, animal sauvage, animal domestique, animal homme, et puis également animal et environnement. Donc clairement, le vétérinaire a toute sa place dans toutes les problématiques qui touchent la faune sauvage, et bien évidemment, on pense à la Covid-19, donc une maladie d'origine animale, très probablement, donc qui effectivement nous renvoie instantanément à cette problématique de santé globale. Alors, vétérinaire dans la faune sauvage, il y a des opportunités, clairement, mais elles sont rares. Elles existent dans différents domaines, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc, ça engage, de la part des gens qui sont motivés, le fait de partir dans des parcours qui sont différenciés, auxquels on peut être amené à réfléchir, à se positionner pour finalement voir dans quel domaine, puisqu'ils sont divers, on peut faire de la faune sauvage. Alors, en gros, on a deux grands types de situations, puisque la faune sauvage, on pense spontanément à l'animal libre, mais en réalité, le vétérinaire est aussi très largement confronté à de la faune sauvage captive. Et donc, c'est deux grandes catégories de situations dans lesquelles les vétérinaires peuvent s'engager, mais avec des parcours qui sont finalement assez différents, et des métiers de vétérinaire qui eux-mêmes sont assez différents. Et ensuite, il y a une deuxième césure qui est le fait d'intervenir en relation avec la faune sauvage, simplement au titre de vétérinaire généraliste. Lorsque je parlerai de vétérinaire généraliste, c'est finalement un vétérinaire qui a suivi le cursus normal euh, et qui, à la sortie de l'école, va simplement exercer son métier et, le cas échéant, avec des animaux sauvages. À côté de ça, vous avez le vétérinaire spécialiste. Donc, le vétérinaire spécialiste, ce n'est pas simplement l'acquisition d'une compétence particulière ou d'une expérience particulière dans un domaine précis. Ça correspond vraiment à une définition précise qui nécessite un engagement fort du vétérinaire, puisqu'il s'agit de suivre un cursus supplémentaire durant jusqu'à 4 ans, un internat et un résidentat qui vont permettre d'aboutir ensuite à un diplôme qu'il va falloir obtenir pour se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste. Donc lorsqu'on parle de spécialiste, notamment dans cette présentation, il s'agit vraiment de la terminologie qui correspond à cette acception précise, donc le parcours supplémentaire, un parcours exigeant supplémentaire avec la validation par un diplôme. Alors, il y a plusieurs métiers. Un des métiers les plus classiques qui permettent de mettre en relation le vétérinaire avec la faune sauvage, c'est au travers d'une activité en lien avec les nouveaux animaux de compagnie. Donc là, on est sur des animaux captifs, bien évidemment. Vous savez que les nouveaux animaux de compagnie, ça regroupe un nombre d'espèces important, un petit nombre d'espèces domestiques, mais aussi un grand nombre d'espèces sauvages. Donc, c'est un premier contact qui peut se faire effectivement, une première approche, essentiellement de médecine individuelle, et qui va confronter le vétérinaire qui s'engage dans cette voie à une diversité de taxons qui peut être plus ou moins importante. Donc, il est possible d'exercer ce métier, de travailler avec des nouveaux animaux de compagnie, soit dans le cadre d'une activité classique, c'est-à-dire vous vous occupez de chiens et de chats, mais vous acceptez aussi, par goût, par intérêt, finalement prendre en charge des nouveaux animaux de compagnie, dont notamment des animaux de statut sauvage. Et puis, vous pouvez vous engager cette fois-ci dans un parcours plus exigeant, où on aura l'occasion de le voir avec Thomas Coutan, qui vous expliquera un petit peu son parcours. Donc là,
par le passage de la spécialisation et donc un internat, puis 3 ans de résidanat et obtenir un diplôme de collège européen spécifique qui va vous permettre donc de pouvoir vous prévaloir du titre de spécialiste et d'intervenir généralement en référé, donc de devenir un spécialiste reconnu de ces espèces. Et généralement, ce sont des spécialistes qui peuvent travailler en activité exclusive NAC lorsque c'est possible. Et donc, vous avez les deux possibilités, hein, vétérinaire généraliste qui fait par goût, par intérêt du NAC et le vétérinaire spécialiste donc, qui a suivi le cursus supplémentaire de 4 années. Alors, une activité auquel on pense peut-être moins, qui va concerner des vétérinaires généralistes, généralement des vétérinaires aussi qui sont impliqués dans le suivi d'animaux de production, c'est qu'il existe des espèces authentiquement sauvages hein, qui sont élevées dans le cadre d'élevage, notamment pour la production de viande et qui font donc partie de la faune sauvage captive. Donc j'ai mis quelques illustrations ici. Vous avez des élevages de bisons qu'on peut trouver en France, d'autruches, de cervidés par exemple, et de différentes espèces de gibier, de volailles aussi sauvages, qui nécessitent des soins bien évidemment et qui sont prises en charge par des vétérinaires, généralement, je le répète, des vétérinaires qui sont plutôt en lien avec les productions animales. Alors, lorsqu'on parle faune sauvage captive, bien évidemment, on pense avant tout aux vétérinaires intervenant dans les parcs zoologiques et les aquariums. Donc là, avec une activité qui est très complète, très diversifiée, de par la diversité des espèces en jeu, qui dépendent en plus des structures dans lesquelles le vétérinaire va être amené à travailler. C'est aussi des activités de médecine individuelle, mais aussi beaucoup de médecine de population, hein, de la gestion de collection, faire en sorte que les animaux ne tombent pas malades, la gestion de groupe et avec une médecine individuelle très particulière, bien sûr, puisque vous avez des enjeux de sécurité, notamment lorsque vous manipulez des animaux qui peuvent être relativement dangereux. Alors, il y a un certain nombre de vétérinaires qui, à l'issue du cursus classique, peuvent entrer dans cette voie, mais là aussi, on voit de plus en plus de vétérinaires spécialistes hein, sur le marché, donc des vétérinaires qui s'engagent dans une spécialisation hein, en médecine zoologique et donc ils vont s'engager dans ce parcours supplémentaire, même si, je le répète, il reste possible de pouvoir accéder à ces métiers en étant généraliste. Une voie un petit peu particulière qui concerne la faune sauvage non captive. Alors là, en fait, on est dans une phase de transition. Et ce qui concerne les centres de soins aux animaux de la faune sauvage, donc notamment le centre que je dirige. Alors, on parle de faune sauvage non captive, puisque en réalité, ce sont des animaux qui sont issus du milieu extérieur, qui vont être pris en charge parce qu'ils sont en détresse, et cette prise en charge va être conditionnée par le fait de les remettre dans la nature. Donc finalement, ce qui distingue ces structures des parcs zoologiques, notamment, c'est que ces animaux-là viennent du milieu extérieur. En règle générale, dans les zoos européens, les animaux naissent en captivité et ce sont des échanges entre zoos qui permettent finalement de peupler ces structures. Là, dans les centres de soins, vous avez affaire à des animaux qui viennent du milieu extérieur et qui vont être pris en charge sous conditions expresses, qu'ils soient soignés dans le but de les remettre dans le milieu naturel. Donc on est sur une détention transitoire de ces animaux destinés, donc je le répète, à être mis dans le milieu naturel. Alors là, c'est de la médecine individuelle assez particulière, puisqu'il faut intégrer aussi la possibilité d'avoir des connaissances suffisantes en biologie, en zoologie, en éthologie, en écologie de ces espèces, notamment pour pouvoir les préparer au mieux au relâcher dans la nature et les relâcher dans les meilleures conditions. Donc ce sont des profils de vétérinaires un petit peu différents, avec une grande diversité d'espèces, mais là il ne s'agit pas d'espèces exotiques, mais de la faune sauvage autochtone. Et c'est aussi de la médecine individuelle. Alors, il est possible d'intervenir en tant que vétérinaire généraliste ou éventuellement en tant que vétérinaire spécialiste, mais en réalité, les places sont extrêmement, extrêmement rares. Là, il ne faut pas se faire d'illusions à ce niveau-là, sauf à construire, sauf à oui, à créer soi-même son centre de soins. C'est très, très difficile de trouver une place. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de vétérinaire. Tous les centres de soins doivent avoir un vétérinaire à leur disposition. Mais par contre, ce sont des structures qui n'ont généralement pas les moyens
de payer un vétérinaire à temps plein. Donc c'est souvent une activité qui n'est pas exclusive, mais qui permet à certains vétérinaires d'avoir accès à ces structures, et c'est là aussi un métier, une phase du métier qui est passionnante. Alors il y a un autre élément qui nous éloigne peut-être un petit peu plus de la médecine vétérinaire, mais qui intéresse les vétérinaires, notamment qui ont la fibre recherche. Et certains étudiants découvrent finalement que les vétérinaires peuvent tout à fait devenir des chercheurs tout à fait performants, et que l'activité de recherche peut être une issue intéressante à leur cursus. Et donc là, ça concerne notamment la faune sauvage non captive, avec des vétérinaires qui vont s'investir plutôt dans la réalisation, dans l'acquisition d'une double compétence, d'une double culture, avec un profil qui va consister à s'engager dans un parcours de recherche, un master 2 et puis une thèse d'université éventuellement. Et donc, il va permettre aux vétérinaires d'acquérir cette double compétence, généralement sur des thématiques de type écologie, éthologie, ça peut être de l'écotoxicologie ou de la toxicologie, ça peut être de l'épidémiologie. Et donc là, les vétérinaires qui vont s'engager dans cette voie vont devenir des chercheurs, vont intégrer des laboratoires ou des équipes de recherche dans des domaines très variés, qui peuvent être le suivi de populations dans le milieu naturel, des évaluations de la santé, ça peut être aussi l'enseignement et la recherche aussi, hein. Généralement, les enseignants-chercheurs sont des vétérinaires qui ont validé une thèse d'université. Donc là, on est dans un parcours qui nous éloigne un petit peu de la médecine. En général, on peut faire de la médecine, de la santé, mais ça va se traduire par le suivi par la réalisation de la santé par des autopsies ou par du suivi de population plutôt que la médecine individuelle. Mais ce sont aussi des créneaux très intéressants qui permettent d'intervenir parfois dans le monde entier sur des schémas, sur des espèces vivantes dans le milieu sauvage. Sinon, c'est une activité qui se réalise en laboratoire. Ça peut aussi se réaliser dans des institutions publiques, hein. Là, on est sur de l'administratif, mais ça permet aussi pour un certain nombre de vétérinaires de s'engager dans des actions de protection des animaux, de conservation des espèces à une autre échelle, certes administrative, mais qui permet aussi éventuellement d'avoir des actions concrètes qui vont se traduire par des actions concrètes sur le terrain. Alors, comme je l'ai dit, plusieurs options, travailler en faune sauvage captive, en faune sauvage dans le milieu naturel. Alors, travailler à temps plein, ce sont des profils rares qui nécessitent effectivement une certaine volonté, vraiment se créer un parcours particulier pour s'engager dans ce type d'activité et aller éventuellement jusqu'au titre de spécialiste, ou alors l'autre filière, c'est passer par la thèse d'université. Donc, c'est certainement très exigeant et ça nécessite vraiment une très, très forte motivation. Ça n'est pas impossible, mais il faut le savoir dès le départ. À côté de ça, il y a des occasions multiples de travailler dans la faune sauvage, mais cette fois-ci à temps partiel. Et il y a beaucoup de vétérinaires qui sont très intéressés par la faune sauvage, mais qui sont intéressés aussi par beaucoup d'autres choses et qui finalement vont trouver dans le travail en contact avec la faune sauvage simplement un aspect intéressant de leur activité, mais qui ne sera pas exclusif. Et donc, il y a beaucoup de vétérinaires qui travaillent avec des chiens, avec des chats, avec des animaux de rente, dans le cadre d'une clientèle classique, mais qui vont aussi travailler occasionnellement avec les animaux de la faune sauvage. Et ça, c'est une partie qui est non négligeable, effectivement, des interventions des vétérinaires en France vis-à-vis de la faune sauvage. Donc, notamment, il y a de plus en plus de vétérinaires qui sont confrontés à l'arrivée dans leur clinique d'animaux de la faune sauvage par le biais notamment de leur clientèle habituelle, et donc considérant, et c'est assez naturel, que finalement, le vétérinaire, c'est le médecin des animaux, et donc il devrait être en capacité de prendre n'importe quel animal. Donc c'est une situation qui est de plus en plus fréquente, même si ensuite ces animaux doivent être acheminés vers d'autres structures, comme les centres de soins aux animaux de la faune sauvage. Dans certains zoos, des petites structures qui ne peuvent pas forcément se payer un vétérinaire à temps plein ou qui n'en ont pas le besoin, on peut avoir aussi des vétérinaires qui vont intervenir partiellement dans ces structures.
Le vétérinaire de centre de soins, j'en ai déjà parlé, ça peut être effectivement un vétérinaire qui a une clientèle classique, chien, chat par exemple, qui est à côté d'un centre de soins et qui va donner de son temps, de son expertise pour donner des conseils ou pour accompagner le fonctionnement du centre de soins sans être salarié de ce centre de soins ou sans y travailler en permanence. Un certain nombre de vétérinaires, notamment je pense à des vétérinaires qui sont dans les piémonts alpins ou piémonts pyrénéens, sont impliqués dans des programmes de conservation d'espèces, notamment lorsqu'il s'agit de faire des captures d'animaux, d'ongulés sauvages, par exemple en montagne. On a besoin d'une expertise en termes d'anesthésie ou de fléchage. Eh bien, il y a des vétérinaires qui travaillent en médecine canine ou en médecine rurale qui vont donner de leur temps et qui vont intervenir parce qu'ils sont passionnés par ces aspects-là aussi, au titre d'activités limitées dans le temps, mais dans lesquelles ils vont engager leurs compétences particulières. Il y a bien sûr le cas des vétérinaires pompiers aussi, là, qui sont amenés régulièrement à intervenir sur des situations d'urgence qui peuvent impliquer également la faune sauvage. Et puis il y a aussi on entend régulièrement parler des problématiques de cétacés ou de pinnipèdes qui vont arriver sur les côtes françaises. Et notamment, vous avez un certain nombre de vétérinaires qui font partie du réseau d'échouage et de surveillance de ces animaux arrivant sur nos côtes. Alors, la formation en faune sauvage, pour finir, c'est une offre de formation qui est quand même limitée en France par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres pays, mais néanmoins qui est en très net développement dans les ENV, dans les 4 écoles vétérinaires. Et puis, vous avez dans 3 d'entre elles un centre de soins à la faune sauvage, donc qui permet aussi aux étudiants de se familiariser avec cette approche faune sauvage. Là, on parle bien de faune sauvage autochtone. Donc ça pourrait être un petit peu paradoxal de parler de faune sauvage tout en disant que finalement le cursus offre relativement peu d'opportunités d'apprentissage ciblé sur la faune sauvage, mais en réalité, le cursus vétérinaire prépare tout à fait les étudiants à l'approche faune sauvage, puisque le cœur du métier de vétérinaire, c'est finalement l'approche de médecine comparée, c'est la capacité à acquérir une polyvalence qui va permettre aux vétérinaires d'aborder la médecine et la chirurgie de plusieurs espèces. C'est l'ADN du vétérinaire finalement d'être capable de gérer des situations différentes, d'aborder des espèces multiples, y compris celles qu'il ne connaît pas. On est vraiment au cœur de notre formation. Et donc finalement, tout ce que vous allez apprendre sur les espèces domestiques, que ce soit en médecine individuelle, de population, en physiologie, en pathologie, en épidémiologie, en infectiologie, en zootechnie, nutrition, bref, toutes les matières finalement, peut vous servir à élargir vos compétences à d'autres espèces, incluant les espèces sauvages. Voilà, j'en ai terminé et je vais passer la parole maintenant à Thomas Coutan avant qu'on puisse répondre à vos questions. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez donc bien mon écran. Je ne sais pas si le partage fonctionne. C'est bon, oui. Ok, parfait, merci. Du coup, oui, donc moi je vais prendre la suite pour donc cette conférence sur l'ENAC et la faune sauvage, en prenant plutôt mon exemple personnel. Je vais vous présenter un petit peu mon cursus, histoire de vous donner un peu une idée de ce que ça peut représenter de devenir vétérinaire en médecine zoologique, en gardant bien à l'esprit, bien évidemment, que c'est juste un exemple, hein, et que vous avez autant de cursus et de construction professionnelle possible que vous n'avez de vétérinaire de vétérinaire en soi et puis même de vétérinaire en médecine zoologique. Donc, pour commencer par me présenter, moi c'est Thomas Coutan, je suis spécialiste en médecine et chirurgie des oiseaux. Donc, j'ai fait le cursus de spécialité dont Pascal a pas mal discuté dans sa présentation. Et je suis actuellement chef du service NAC à l'ENVA, donc au centre hospitalier universitaire d'Alfort. Donc, pour commencer un petit peu, pour me présenter, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai voulu être vétérinaire à la base. Donc déjà, tout petit, j'étais passionné par les oiseaux, hein, donc,
vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi j'ai terminé dans cette spécialité. Et donc, je faisais pas mal d'observations d'oiseaux pendant mes vacances. Et puis, j'ai aussi été beaucoup influencé par ce personnage. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Donc, il s'agit d'un grand documentariste américain, anglais, excusez-moi, qui fait énormément de documentaires sur les animaux et également sur les oiseaux. Et puis, j'ai commencé à m'initier un petit peu dans ma passion pour les oiseaux. Donc, j'y suis entré d'abord par la fauconnerie. Donc, j'ai réalisé quelques stages dans ma jeunesse de fauconnerie. Et puis, le but était, enfin, un de mes premiers buts avant d'être vétérinaire aurait été de faire de me lancer là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que finalement, être vétérinaire me permettrait de travailler déjà avec une diversité bien plus grande d'oiseaux et puis d'avoir un rapport un petit peu plus particulier avec eux via la médecine. Donc, pour pouvoir devenir vétérinaire, comme vous le savez peut-être déjà, donc il faut commencer par un certain type de parcours académique. Alors, vous avez évidemment plusieurs voies possibles, hein. Donc, moi, j'ai choisi la voie donc, de la prépa BCPST. Donc, à mon époque, hein, il y avait uniquement, les entrées se faisaient uniquement sur concours, hein, à l'issue de classes préparatoires donc, de ce type, ou sinon avec des cursus un peu alternatifs via l'université, par exemple. À l'heure actuelle, hein, depuis très récemment, vous avez aussi l'option donc de rentrer en école vétérinaire directement en voie post-bac avec une première année de mise à niveau avant de rentrer dans le cursus global. Puis, suite à cette classe préparatoire, donc j'ai pu rentrer à l'ENVA, donc à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, et donc commencer mon cursus donc, de 5 années vétérinaires, pendant lesquelles j'ai pu déjà commencer à développer toutes mes connaissances et compétences en médecine vétérinaire, alors principalement basées sur les espèces plutôt domestiques, hein, en priorité dans le cursus, donc avec d'une part beaucoup d'anatomie, physiologie en première intention, puis de médecine d'un côté des carnivores domestiques, hein, qui sont quand même les espèces que le vétérinaire va rencontrer le plus souvent en clientèle pour la partie animaux domestiques. Et puis après, de l'autre côté, partie animaux de production, donc avec notamment les élevages bovins et éventuellement aussi les équins, donc les chevaux. Par la suite, ce parcours académique m'a quand même aussi permis, hein, de commencer un petit peu mon initiation donc, vers la médecine des oiseaux, donc via les fameux NAC, les fameux nouveaux animaux de compagnie, avec des rotations cliniques qui font partie du tronc commun des études, mais également des opportunités de faire des rotations optionnelles au service des nouveaux animaux de compagnie, et également des stages dans différents services partout en France et à l'étranger. Vous avez également des opportunités de vous familiariser également avec la faune sauvage, hein. Par exemple, à l'ENVA, vous avez donc l'hôpital de la faune sauvage, dont Pascal est le dirigeant, qui fait avec des rotations qui font également partie du tronc commun, et également des possibilités de formation complémentaire et de stage dans ce type de structure. Et puis, le parcours, le cursus vétérinaire, c'est aussi l'occasion de faire une thèse vétérinaire, hein, qui est obligatoire pour tous les étudiants pour pouvoir valider leur cursus. Et donc, ces thèses vétérinaires sont aussi l'occasion de s'initier un petit peu à des projets de recherche, et puis notamment avec dans des domaines qui nous intéressent. Donc, moi, dans mon cas, j'ai pris le sujet d'un test de tempérament chez le perroquet. Donc, je prenais diverses espèces de perroquets, donc notamment les Amazones à front bleu et puis des gris du Gabon. Puis je les ai mis dans des situations un petit peu nouvelles pour eux, donc soit dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Je les ai mis en relation avec des objets qu'ils ne connaissaient pas, avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas, et puis j'observais un petit peu leurs réactions, les différents comportements. Ce qui m'a permis, par exemple, entre autres, hein, de montrer que les Amazones avaient des tendances un petit peu plus prédominantes à l'anxiété que les gris du Gabon, par exemple, pour faire simple. Et puis, avoir conscience aussi que ce type de thèse, un petit peu de recherche, peut mener aussi à des publications scientifiques dans la littérature internationale. Toujours en termes de parcours professionnel, une fois le diplôme de vétérinaire en poche, si vous voulez suivre un petit peu la voie de la spécialisation, comme l'a dit Pascal, on commence souvent par un internat. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon internat ciblé en médecine zoologique, donc avec
plusieurs valences. Une première valence, c'est la valence principale NAC. Donc, j'ai réalisé mon internat donc, à Saint-Hyacinthe. Hein, c'est une faculté de médecine vétérinaire qui se trouve au Québec et qui a également un service NAC, un service de médecine zoologique dédié. Donc, avec des rotations en NAC, les différentes espèces que vous pouvez voir là, puis différentes activités, mais également un pôle de faune sauvage, notamment avec une clinique des oiseaux de proie qu'il y avait là-bas. Donc, ce qui m'a permis de continuer aussi à parfaire mes compétences en faune sauvage, mais aussi plus spécifiquement en oiseaux de la faune sauvage. C'était un petit peu plus le corpus d'espèces qui m'intéressait. Et donc, j'en profite pour faire un petit aparté et revenir un petit peu sur ce que Pascal disait, juste de manière un peu complémentaire. Effectivement, les rôles d'un vétérinaire de centre de soins en faune sauvage, ça va être des compétences un petit peu particulières qui vont être de savoir trier les animaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire, on garde toujours en tête le but de pouvoir les relâcher à la fin. Et donc, il va falloir, quand on reçoit un animal, par exemple, comme cet animal donc, que vous pouvez voir en haut à gauche, donc, la radio de cette fracture d'aile, il va toujours falloir se poser la question de est-ce que cet animal pourra être relâché si je le répare, ou est-ce que juste il pourra, effectivement, son aile pourra être réparée, mais son vol ne sera pas suffisamment satisfaisant pour pouvoir se débrouiller dans la nature. Si c'est le cas, comme ce fut jugé pour cet oiseau-là, eh bien ensuite le soigner. Donc, vous pouvez voir sur la deuxième radiographie un montage chirurgical pour essayer de réparer cette fracture. Et puis après, dans la foulée, une fois que le problème est résolu, réhabiliter l'animal. Donc d'abord, comme vous voyez en bas à gauche, en le mettant dans des conditions pour le réentraîner, le remuscler, faire en sorte qu'il se réadapte à la chasse, dans le cas d'un oiseau de proie par exemple, avant le relâcher final, pour qu'il soit en parfaite condition pour pouvoir survivre dans la nature. Vétérinaire de faune sauvage, c'est également une activité de gestion des populations avec des activités de dénombrement des populations, d'aide à la reproduction de certaines populations. Des activités de sauvegarde également, comme vous pouvez le voir ici, notamment dans les pays où on a de la faune sauvage qui est particulièrement en danger, et puis aussi des activités de réintroduction et de développement durable. Donc, si je continue un petit peu sur mon parcours professionnel, cet internat m'a également permis de commencer à avoir mes premières expériences en zoo et en aquarium. Donc, comme vous pouvez voir ici, avec différents animaux, différentes pratiques, par exemple, de prise de sang sur ce requin, sur la photo au milieu. Et puis, même en zoo, hein, on peut quand même, dans certaines conditions, pouvoir pratiquer de la médecine de pointe, comme vous pouvez voir par exemple sur ce tatou qu'on avait scanné pour pouvoir essayer de diagnostiquer la pathologie dont il était atteint. Donc, je fais encore une petite aparté pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste vétérinaire de zoo. Donc, vétérinaire de zoo, c'est, comme l'a dit Pascal, un poste un peu à mi-chemin entre la médecine individuelle et la médecine de population, en sachant que le but d'un vétérinaire de zoo, c'est pas avant tout de soigner les animaux du zoo, mais plutôt de les empêcher d'être malades. Donc, ça va passer énormément tous les aspects de zootechnie. Donc, on entend par zootechnie comment est-ce qu'on entretient les animaux, des aspects de gérer la nutrition pour qu'ils soient en bonne santé, gérer également la reproduction pour pouvoir les inscrire dans des plans de reproduction et des plans d'élevage pour pouvoir éventuellement relâcher la progéniture dans la nature selon certains programmes. Et puis, bien évidemment, de la médecine préventive. Donc, médecine préventive qui passe par éventuellement de la vaccination, des suivis de parasitologie, comme vous pouvez voir sur la dernière photo, là, avec un vétérinaire qui ramasse des excréments de ces animaux pour pouvoir voir s'ils sont atteints de parasites ou pas et gérer la population en fonction. Et puis, la voie de la spécialisation via l'internat et puis le résidanat, c'est aussi une voie qui nécessite de la recherche clinique. Et donc, par exemple, pendant mon internat, j'avais fait un projet qui visait à tester une certaine poudre qui gélifie dans l'eau pour voir si ça pouvait aider à la cicatrisation de plaies chez le poisson, hein, avec la problématique que les poissons vivant dans l'eau, mettre des pansements sur des poissons, c'est assez compliqué, d'où l'idée de ce gel. Et donc, avec des résultats qui avaient quand même plutôt bien fonctionné. Et puis, suite à cet internat, vient après, effectivement, la résidence en médecine zoologique. Donc, dans mon cas, en spécialité aviaire, vous avez, au niveau du Collège européen, 5 spécialités pour les oiseaux, pour les petits mammifères, pour les reptiles, pour les animaux de zoo et pour la faune sauvage. Donc, moi, vu mon intérêt, j'ai choisi du coup la spécialité aviaire et donc de travailler avec essentiellement les oiseaux.
Donc cette résidence m'a permis d'être en contact et puis de soigner diverses espèces d'oiseaux, hein, dont les plus flamboyantes que vous pouvez voir, par exemple, avec ce toucan, ce harre-hyacinthe ou ce manchot. Et puis, c'est aussi, comme je vous disais, une voie, encore une fois, pour la recherche clinique. Donc là, je vous montre des images issues d'une étude qu'on avait faite de normes radiographiques chez la poule. Donc voilà, vous avez en haut les poules qui sont positionnées pour prendre les radios et avec différentes mesures qu'on a pu faire pour essayer d'établir des normes pour pouvoir soigner au mieux ces animaux. Et puis maintenant j'ai obtenu le diplôme de spécialiste, et puis je suis actuellement chef du service des nouveaux animaux de compagnie d'Alfort. Heu, je voulais vous présenter un petit peu notre service. Je travaille avec évidemment d'autres vétérinaires, dont le docteur Charlie Pignon, qui est un petit peu mon pendant en termes de spécialité, mais pour la catégorie petits mammifères. Et puis on travaille aussi avec d'autres consultants, dont des spécialistes dans d'autres disciplines, notamment par exemple un spécialiste de médecine de médecine de zone, le docteur Norinchai, et un autre spécialiste aviaire, le docteur Minby. Et puis nous formons également au sein de notre service des résidents pour des futurs spécialistes. Une fois qu'on est nous-mêmes spécialistes, on peut encadrer d'autres vétérinaires dans le cursus de résidence. Le service NAC d'Alfort, c'est une activité également d'enseignement, hein, donc d'enseignement auprès des étudiants. Donc, en tant que futur étudiant potentiel, ça pourrait être vous dans quelques années. Donc là, vous voyez donc une salle, on donne des cours en cours magistraux et en TD, mais c'est également une activité d'enseignement clinique aussi, donc au sein de l'hôpital universitaire. C'est également aussi, bien sûr, une activité clinique, où on va recevoir différentes espèces qui forment les fameux nouveaux animaux de compagnie. Donc là, vous voyez un petit panel de petits mammifères avec des lapins, des furets, des cochons d'Inde, différents types de rongeurs. On reçoit aussi des oiseaux, évidemment, donc des oiseaux de type perroquet, des oiseaux de proie, des oiseaux plus de basse-cour, type comme cette oie, par exemple, ou même cette poule d'ornement. Nous recevons bien évidemment aussi des reptiles, différentes tortues, lézards et serpents, et également un petit peu de poissons. Ça fait aussi partie des NAC. En activité de clinique, ça va être beaucoup de diagnostic, de soins aux animaux, comme vous pouvez voir là, quelques activités. Des activités de contention là sur ce serpent à gauche, hein, ce très long serpent à qui on est en train d'administrer de la réhydratation par exemple, ou un cathéter posé sur ce petit furet en bas à droite dont on ne voit que la patte. C'est également des activités diagnostiques, hein, avec différents types de techniques, des techniques de laboratoire, de type analyse de frottis sanguin, analyse de parasites au microscope, de la radiographie, de l'échographie et même du scanner. Bientôt, je l'espère aussi, de l'IRM. Et puis, évidemment, de la pratique interventionnelle, avec diverses chirurgies et techniques endoscopiques, par exemple. Un service NAC, c'est aussi un service qui est un petit peu, à la croisée des chemins dans un hôpital vétérinaire, dans le sens où c'est une spécialité qui est finalement très générale, car c'est une spécialité dans un type d'espèce, mais qui va couvrir tous les champs de la médecine. Et du coup, on a souvent besoin de spécialistes pour nous aider dans certains domaines de la médecine, comme par exemple ici, vous pouvez voir, il s'agissait de collaboration avec un service de cardiologie vétérinaire, donc des gens qui se sont spécialisés en cardiologie, avec cette personne qui est en train de faire une échographie cardiaque sur, je crois que c'était un petit hamster, ou un électrocardiogramme sur une poule. En termes d'autres spécialités, on travaille aussi beaucoup, par exemple, avec les services d'ophtalmologie, comme vous pouvez voir sur la première photo, ou avec les services de chirurgie, quand on commence à tomber dans des techniques chirurgicales qui deviennent un petit peu trop pointues pour nos compétences. Donc là, on était par exemple sur une reconstruction d'anus sur une souris. Et puis, le service NAC, hein, c'est aussi une forte activité de recherche, avec notamment divers projets de recherche en parallèle, notamment pour nos résidents qui en ont besoin également pour leur spécialisation, et donc avec divers projets. Et puis, une fois qu'on a fait ces projets de recherche,
l'idée, c'est aussi de les communiquer via des congrès, donc soit via des posters, soit via des présentations directement en congrès nationaux ou internationaux. Et puis enfin, le service NAC à Alfort, c'est aussi la formation continue. Une fois que vous êtes devenu vétérinaire, comme le disait Pascal, vous avez une formation de généraliste, mais il vous reste encore toujours beaucoup à apprendre, enfin, comme pour tout le monde, et donc avec des opportunités de formation supplémentaire après le cursus, en termes de diplôme d'école, par exemple, donc spécifique au NAC ou à la faune sauvage, et puis les différents cursus d'internat, résidence dont on a discuté tout du long de ces présentations. Donc en conclusion, devenir vétérinaire en médecine zoologique, c'est tout à fait possible, hein. Donc vous pouvez tout à fait poursuivre votre rêve si jamais c'est effectivement ce à quoi vous aspirez. Il faut par contre pouvoir s'en donner les moyens, donc pouvoir faire les stages et puis faire les formations qui sont adaptées au type de vétérinaire que vous voulez devenir. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul métier de vétérinaire, même en médecine zoologique, hein. Chaque parcours est différent, chaque vétérinaire a suivi un cursus qui lui est propre et puis qui lui a permis d'arriver là où il en est. Et puis dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande très fortement, c'est de faire un maximum de stages en fait, pour pouvoir choisir votre métier, hein. C'est ce qui vraiment va vous permettre de voir un petit peu ce qui vous plaît, dans quoi vous pouvez vous épanouir, et puis aussi de faire les rencontres nécessaires pour pouvoir après avoir les postes qui vous intéressent. Donc voilà, ça termine ma présentation pour cette intervention. Allô, oui, c'est bon. Merci. Donc nous avons récupéré toutes les questions qui se sont posées durant la conférence. Donc, il y a une question, par exemple, qui est revenue pas mal de fois, c'est quelles sont les différences entre les ENV à propos de la faune sauvage? Alors, en fait, je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment un cursus développé en faune sauvage dans les écoles vétérinaires par rapport à d'autres pays européens. C'est quelque chose qui se met en place. Donc, ce qui existe de manière formelle dans 3 écoles, donc à l'exception de Lyon, dans les 3 autres écoles, vous avez un centre de soins auxquels les étudiants peuvent participer. Donc, en fonction des écoles, il peut y avoir une activité prévue au cursus, donc un passage dans le centre de soins, mais généralement, c'est sur une durée relativement limitée, et ça peut être aussi ouvert au bénévolat. Et pour Lyon, cette fois-ci, ils ont une grosse valence, cette fois-ci en épidémiologie de la faune sauvage. Donc là, ils sont plutôt dans une approche recherche avec des très très fortes compétences à ce niveau-là. Mais il faut aussi savoir que vous avez la possibilité, lors de votre cursus, de faire une partie, notamment à la fin des études. Vous pouvez changer d'école éventuellement pour aller chercher des compétences autres, des compétences particulières. Mais en règle générale, la formation, elle est équivalente dans les 4 écoles sur le cursus généraliste. Excusez-moi, monsieur Pascal, monsieur Arnaud, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, D'accord. Donc il faut que je répète ou pas? si possible. D'accord. Donc je voulais dire que pour la formation générale, les 4 écoles sont équivalentes. Le cursus faune sauvage est relativement limité, même s'il connaît des développements maintenant dans les différentes écoles. Il y a 3 écoles, donc à l'exception de Lyon, les 3 autres écoles ont un centre de soins qui ouvre un accès pour partie au cursus des études. Ça, c'est fonction des écoles, mais généralement, c'est un passage relativement limité dans le centre de soins. Par contre, il y a la possibilité d'y accéder en tant que bénévole, étudiant vétérinaire bénévole dans le centre de soins. Et la particularité de Lyon, c'est qu'ils ont une équipe de recherche en épidémiologie de la faune sauvage qui est très développée. Et donc, les personnes qui sont intéressées notamment par les aspects recherche ou en lien avec la santé des populations sauvages, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et je disais également qu'il y a la possibilité aussi de terminer ses études dans une autre école que celle dans laquelle on a commencé. Donc, on peut aussi aller chercher des compétences particulières dans son cursus en fonction de ce que l'on va découvrir au cours de son parcours.
Ok, pour continuer, on a eu pas mal de questions en lien avec les spécialisations. Tout d'abord, est-ce qu'on peut se spécialiser sur un certain type de NAC, par exemple, que des reptiles, que des oiseaux, etc. Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai un petit peu répondu dans la présentation, du coup. Donc effectivement, comme je disais, ce qu'on appelle spécialisation, hein, c'est le fait d'avoir obtenu un diplôme européen, donc là en l'occurrence en médecine zoologique, hein, qui est encadré par un collège européen. Et donc le collège européen de médecine zoologique propose 5 voies de spécialisation. Donc une voie de spécialisation petits mammifères, donc orientée vers les petits mammifères domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est lapins, furets, rongeurs principalement. Une voie de spécialisation vers la médecine aviaire, donc là on parle de tous les oiseaux à l'exclusion des oiseaux de production, donc de tout ce qui est filière avicole, évidemment. Et puis donc une troisième spécialisation donc orientée reptile-amphibien. Donc ça, c'est pour 3 cursus de spécialisation qu'on appelle par taxon, par type d'espèce, et puis auxquels vont se rajouter 2 autres types de spécialisation. Donc une première qui va cibler donc, tout ce qui est médecine de zoo, donc qui s'adresse aux vétérinaires travaillant dans les zoos, donc là, très axé sur de la médecine de population, mais toute espèce. Et enfin, une 5e voie qui est la voie de la spécialisation plus faune sauvage, et qui là va se cibler, à un niveau encore au-dessus de la population, quoi, qui va être vraiment du suivi épidémiosurveillance et épidémiologie. Ok. Ensuite, on avait quelqu'un qui demandait si les 4 écoles proposent donc les 4 années supplémentaires pour le DE. Alors, pas du tout. Alors déjà, il faut voir un petit peu de quoi on parle. J'ai vu dans les questions qu'on parlait beaucoup d'IDE. Alors, je pense que ça a été, on veut dire diplôme européen par là, mais c'est pas vraiment l'acronyme qu'on utilise parce que ça peut porter à confusion. DE, c'est avant tout diplôme d'école en fait. Donc c'est un autre type de formation qui est beaucoup moins abouti que qui est pas beaucoup moins abouti, mais qui va beaucoup moins loin que la spécialisation à proprement parler. Pour se spécialiser, ce qu'on demande, c'est avant tout de faire un internat. Généralement, un internat rotatoire en chien-chat. Donc ça, effectivement, les 4 écoles en proposent sans aucun problème. Et par la suite, on va s'orienter vers une voie de spécialisation qui s'appelle un résidanat, qui est un programme sur 3 ans et qui ne peut être proposé qu'à partir du moment où vous avez un spécialiste du domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser, qui ouvre ce programme de résidence. Donc là, actuellement, si on parle des écoles, vous n'avez présentement qu'une seule école, donc Alfort, où il y a des spécialistes européens présents. Donc le docteur Pignon en petits mammifères et moi-même en aviaire. Ça sera amené à changer dans les prochaines années potentiellement, parce qu'on a des vétérinaires, notamment à Toulouse et à Lyon, non, à Toulouse et à Nantes, qui suivent actuellement des programmes de spécialisation, mais qui n'ont pas encore obtenu le diplôme et donc ne peuvent pas encore ouvrir ces programmes. Merci. Il y a plusieurs personnes qui se sont posé la question à quoi sert de se spécialiser si on peut quand même exercer sur des animaux sauvages en tant que généraliste? Enfin, du coup, faune sauvage classique, mais... Alors, je peux peut-être commencer à répondre par rapport à ça. Ça, c'est un élément très important, hein. Quand on vous a parlé de spécialistes, effectivement, ça n'exclut pas les vétérinaires généralistes. Dès lors qu'ils s'estiment compétents, ils peuvent prendre en charge n'importe quel animal. Après, effectivement, le niveau de spécialiste, c'est un niveau qui est bien plus ciblé, bien plus important, avec une personne qui va se former justement sur le taxon ou sur la spécialité pendant une durée au cours de laquelle il va être en plus encadré par des personnes elles-mêmes spécialistes. Donc là, on change de niveau et finalement, vous pouvez avoir des structures qui peuvent exiger pour leur recrutement, je pense notamment au parc zoologique, exiger finalement que la personne qui va être recrutée ne soit pas uniquement un généraliste, mais puisse attester de compétences de type spécialiste. Donc ça peut être effectivement le guichet d'entrée, peut-être un niveau d'exigence de compétences qui soit du niveau de la spécialité. Et ça permet théoriquement aussi une meilleure rémunération du vétérinaire, reconnaissant évidemment qu'il a une qualification bien supérieure au niveau moyen du généraliste. C'est ça. Et puis d'un point de vue un peu plus pratico-pratique, on va dire,
quand on construit un petit peu son cursus, la question de la spécialisation, alors il y a deux niveaux. Il y a déjà l'intérêt personnel, parce que c'est un investissement très conséquent en termes d'études supplémentaires. Donc, il faut que ce soit une volonté personnelle d'aller plus loin dans ses compétences et ses connaissances sur ce type de médecine. Et puis après, ça va vraiment dépendre un petit peu dans quoi on veut travailler. Effectivement, de plus en plus en zoo, ils vont demander des spécialistes. Et puis après, si on parle plutôt des NAC, ça va dépendre un petit peu où vous voulez travailler. C'est-à-dire que la plupart des cliniques essayent de s'équiper de services NAC, mais dans des plus petites structures, un vétérinaire généraliste ayant une appétence pour les NAC conviendra sans aucun problème. Par contre, effectivement, dès que vous commencez à aller dans des plus grosses structures de type hôpital, qui sont généralement des structures qui font essentiellement du référé, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les cas sur lesquels des vétérinaires généralistes bloquent un petit peu, n'arrivent pas à régler ou n'ont pas l'équipement ou les compétences pour pouvoir offrir le niveau de soins nécessaire. Et ces structures-là, elles, par contre, vont quasi systématiquement demander des niveaux de spécialistes, parce que justement, c'est tout le but de ce genre de structure. Idem quand on veut travailler après aussi en milieu académique, de plus en plus, un niveau de spécialiste va être demandé pour pouvoir accéder à ce type de poste, des postes comme le mien actuellement, par exemple, de praticien hospitalier en hôpital universitaire. Et c'est encore plus vrai si on regarde à l'étranger, notamment outre-Atlantique, où là, c'est quasiment impossible de rentrer dans des grosses structures ou dans le milieu académique sans un titre de spécialiste, alors plutôt américain dans ce cas-là. Mais bon. Merci. Et ensuite, on a une question qui concerne la formation continue, du coup. Est-il possible pour un vétérinaire généraliste de revenir dans une école pour poursuivre ses études et devenir spécialiste? Alors, il y a deux questions, enfin, il y a deux choses en une. Soit on parle alors les diplômes d'école, c'est une formation complémentaire qui est diplômante, mais qui n'accorde pas de titre de spécialiste. Et ça, effectivement, vous avez différentes écoles qui les proposent. C'est des formations qui se font généralement sur quelques mois, avec une formation théorique et une formation pratique, et un examen à la clé, voilà, qui permet aux vétérinaires de parfaire ses compétences dans le domaine. Donc, il y a des DDE des diplômes d'école qui sont proposés en NAC et en faune sauvage, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Et donc, ça permet aussi au vétérinaire, vis-à-vis de sa clientèle, de pouvoir dire j'ai suivi cette formation, j'ai cette compétence en plus. Le diplôme de spécialisation, là pour le coup, c'est à l'issue des fameux 3 ans de résidence. Pour être clair, pour pouvoir faire une résidence, généralement, il faut avoir fait un internat rotatoire au préalable ou avoir fait au moins 2 ans de pratique dans le domaine dans lequel on veut se spécialiser. Donc, on peut tout à fait imaginer un vétérinaire qui sortirait donc de l'école et qui irait travailler dans une clinique privée, je ne sais pas moi, en NAC par exemple, pendant 2, 3, 4, 5 ans, et qui se dirait bon, j'arrive un petit peu à la limite de mes compétences et je voudrais vraiment aller un petit peu plus loin, enfin aller plus loin et me spécialiser et postuler à un programme de résidence, par exemple en petits mammifères ou en oiseaux, etc. En sachant aussi que ces programmes de résidence ne sont pas exclusivement proposés par les écoles. Vous avez des résidences qui se font aussi dans les structures privées, parce qu'en fait, la seule condition pour ouvrir ce type de programme, c'est d'être soi-même avoir soi-même un titre de spécialiste et de travailler dans une structure qui permet d'offrir les conditions suffisantes pour pouvoir former un futur spécialiste. Donc voilà, en vrai, c'est des programmes qui sont finalement assez indépendants du milieu universitaire, finalement, qui viennent plutôt se juxtaposer. Ok, on avait une question sur est-ce que c'est possible de opérer et soigner les insectes et les arachnides? Alors, en théorie, oui. Après, on va être honnête, les connaissances dans ce domaine sont quand même assez limitées, mais il y a des publications, il y a des livres de référence qui existent là-dedans. Il y a des vétérinaires dans le monde qui se spécialisent, alors là, pas dans le sens diplôme, mais plus dans le sens formation d'expérience dans ce domaine-là. Après, d'une manière générale, ça reste quand même
très anecdotique hein, comme opportunité, dans le sens où alors soit vous êtes vétérinaire éventuellement dans un zoo qui a une forte collection d'invertébrés, et là pourquoi pas. Après en clientèle NAC, bon, évidemment l'actualité me fait mentir parce que cette semaine par exemple on a reçu un escargot en consultation, mais d'une manière générale on voit quand même très peu d'invertébrés, d'insectes, d'arachnides. D'accord, merci. Alors, quels sont les débouchés après une spécialisation en recherche en zoologie? Donc, c'est quoi cette question? Quel autre métier on peut pratiquer si on veut travailler sur de la faune sauvage? Et quels sont les parcours possibles? Alors, je dirais que pour ça, il est possible de faire, il y a des spécialisations dans des domaines ayant trait à la faune sauvage. Quand je parlais d'écologie, d'éthologie, c'est tout à fait la possibilité d'intervenir à ce niveau-là. Le métier de vétérinaire, alors évidemment, si on est plutôt intéressé par des aspects priorisant justement ces thématiques-là, je pense qu'il vaut mieux s'engager dans un cursus universitaire, et généralement, ça va jusqu'au minimum une activité de recherche validée par un master 2, voire par une thèse d'université. L'avantage du vétérinaire, lorsqu'il souhaite justement s'intéresser à la faune sauvage libre, mais qu'il est quand même intéressé par les aspects vétérinaires, c'est qu'il a déjà cette compétence de vétérinaire et qui le rend légitime, notamment pour intervenir sur les vétérinaires. Et notamment, je voyais aussi une question sur les réserves. Lorsqu'il y a des vétérinaires qui peuvent éventuellement intervenir dans des réserves naturelles, y compris en France, mais en règle générale, c'est plutôt des vétérinaires qui ont justement une compétence élargie dans un autre domaine, qui ne vont pas vraiment faire de la médecine vétérinaire, mais peut-être plus du suivi de population, de la gestion de population, donc un suivi en écologie par exemple, et donc le complément à aller rechercher, c'est plutôt une formation, un diplôme universitaire de type Master 2 ou de type thèse d'université. Oui, justement, il y avait une question sur certains en particulier, comme les membres de la LPO, recueillent des oiseaux sauvages blessés, les soignent et les relâchent après. Est-ce que c'est légal? Alors non, c'est pas légal. Sauf parce qu'il existe des centres de soins qui dépendent de la LPO. Donc, si ça se passe par le cadre de ces centres de soins, et ce sont des centres de soins agréés, donc là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les particuliers n'ont pas le droit de prendre en charge des animaux sauvages, y compris le vétérinaire, théoriquement aussi, il peut prendre en charge un animal sauvage sous condition que cet animal relève de sa compétence exclusive, donc nécessite des soins. Mais après, théoriquement, l'animal doit être confié à un centre de soins s'il ne relève pas de la compétence stricte du vétérinaire. Et a fortiori, une personne qui n'a pas de qualification requise ou d'autorisation n'a pas le droit de prendre en charge un animal sauvage. Il doit le confier à un vétérinaire s'il y a des soins vétérinaires à faire ou à un centre de soins. Ensuite, on avait une question intéressante. Est-ce que les vétérinaires comportementalistes peuvent s'occuper d'animaux de la faune sauvage? Oui, il y a un vétérinaire comportementaliste, bon déjà comportementaliste, ça prête un peu à confusion. Donc, dans le cursus vétérinaire, dans les spécialités vétérinaires, vous avez aussi une spécialité qui s'appelle la médecine du comportement, donc qui fait aussi l'objet d'une spécialisation, comment dire, régie par un collège européen, du coup de médecine du comportement dans ce cas-là. Et qui vise à la gestion de la médecine du comportement de l'ensemble des espèces animales. Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'un vétérinaire spécialisé dans ce domaine, qui aurait un attrait pour la faune sauvage, ou plutôt pour la faune sauvage captive, j'imagine, dans ce genre de cas, pourrait intervenir pour essayer d'améliorer les conditions de vie, par exemple, je sais pas moi, dans des zoos ou même dans des centres de soins, hein, sur de la faune sauvage captive de manière temporaire, sur des animaux qui développeraient des pathologies comportementales, comme on pense bien évidemment à tout ce qui est stéréotypie, tout ce qui est piquage, etc. Ça serait envisageable. C'est pas des choses qui sont très communes à ma connaissance, mais pourquoi pas.
D'accord. Est-ce que du coup, il y avait une question qui, est-ce que la spécialisation permettait de travailler à l'étranger avec l'association des vétérinaires et agronomes sans frontières? OK. C'est deux Merci. choses. Il n'y a pas Non, mais forcément, oui, il n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste pour Oui. travailler dans ce oui. cadre. Ça peut être un plus aussi, hein, si vous amenez une compétence particulière sur un projet très précis. Oui, mais bon, la plupart des vétérinaires qui interviennent dans ce cadre ne sont pas forcément des spécialistes. Voilà, c'est deux choses assez indépendantes. Il y avait une question, alors, du coup, dans quel pays avez-vous eu la chance de pratiquer et d'étudier la médecine et la chirurgie des oiseaux, monsieur Coutan? Je viens dans ce pays très exotique qu'est la France. Euh, donc voilà, il y avait déjà à l'époque un seul spécialiste aviaire en France, donc, qui a été mon mentor durant mes années de résidence. Euh, et donc, j'espère sous peu que moi aussi je pourrais offrir ce genre de programme. Voilà. Mais après, vous pouvez vous spécialiser. Enfin, donc encore une fois, c'est une formation qui est européenne, hein. Donc vous avez des spécialistes un peu partout en Europe qui peuvent proposer ce genre de cursus. Donc si on se limite par exemple à la médecine aviaire, vous en avez aussi en Suisse et en Angleterre, il me semble, ainsi je crois que ça doit être en Hollande. Mais voilà, après en petit mammifère, vous en avez beaucoup plus par exemple. Mais oui, en tout cas, tous les domaines, à part peut-être la faune sauvage du Collège européen de médecine zoologique, ont des programmes ouverts à l'heure actuelle en France. D'accord, merci. Il y a une question, toute bête, mais quel est le salaire moyen de ces métiers en faune sauvage et en AC? Ben, c'est très variable. Donc, faire une moyenne, ça va être un petit peu difficile. Enfin, oui, c'est très dépendant des types de structures dans lesquelles vous travaillez, quoi. Si vous travaillez dans le public, dans le privé, si vous êtes salarié, si vous êtes à votre compte, si vous travaillez dans un zoo. Je pense que si vous travaillez dans un centre de soins, c'est assez difficile d'être rémunéré tout court. Donc, non, c'est pas une question. Enfin, chaque cas est vraiment très, très différent, quoi. C'est-à-dire qu'en pratique privée, par exemple, en NAC, vous allez avoir des salaires qui sont finalement assez similaires à un vétérinaire généraliste chien-chat. Si vous êtes spécialiste, ce sera un peu plus haut, généralement. Et puis, si vous êtes carrément associé dans une grosse structure, ça peut être des salaires qui sont très élevés, comme n'importe quel associé dans une structure vétérinaire. Ensuite, on avait la question qui fâche. Non, je rigole. Quelle est la meilleure des 4 écoles pour se spécialiser en AC et faune sauvage? Alfort, non. Non, Pascal y a déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Déjà, on peut pas mal bouger entre les écoles à la fin du cursus. Après, c'est vrai que si on veut avoir l'opportunité de voir de la faune sauvage, il vaut mieux aller dans l'une des 3 écoles qui ont un centre de soins. Si on veut pouvoir faire plutôt du NAC, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans une école qui a un service NAC. Donc là, à l'heure actuelle, c'est Alfort, Nantes et Toulouse qui ont un service NAC. Voilà. Et après, par exemple, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais de manière générale, il n'y a pas une école meilleure que l'autre dans ces domaines-là, quoi. Il y a eu certaines personnes qui demandaient: «Est-ce qu'on peut avoir plusieurs spécialités?» Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs diplômes de spécialiste, mais le grand collège européen, enfin l'espèce de structure qui régit tous les collèges européens, n'autorise à se déclarer spécialiste que dans une spécialité. Donc, même si vous avez plusieurs diplômes de spécialiste, vous devez choisir quelle spécialité vous voulez mettre en avant, en sachant que être spécialiste, c'est pas seulement avoir le diplôme, c'est après en fait montrer que on continue à se former et à être actif dans notre spécialité. Et donc en fait, il y a une raison très simple pour laquelle on ne peut pas avoir plusieurs spécialités, c'est que une des conditions pour rester spécialiste, c'est de travailler dans sa spécialité au moins 60% de son temps. Donc, si vous avez 2 spécialités, vous ne pouvez pas travailler 120% de votre temps. Donc, c'est pas possible. Il y avait une question aussi, toute bête, mais est-ce qu'il est possible de faire, la A6 en animaux de production et faire un DE après et puis après de se spécialiser en faune sauvage?
Oui, je vois pas d'obstacle, hein. Vraiment, c'est des cursus souples, hein, pour les vétérinaires. Donc, oui, je vois pas de Mais problème. Après, c'est une question c'est des études quand même qui sont longues, hein. Donc il faut effectivement ensuite se poser les bonnes questions par rapport à la durée des études qu'on va s'infliger. C'est vrai qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais enfin, Thomas a évoqué les DE, il y a toute une série de formations continues qui sont possibles aussi dans des domaines extrêmement variés. Alors, c'est évidemment pas le niveau de formation de la spécialisation, mais il y a une multitude de formations qui sont organisées en France et accessibles en France et qui permet tout au long de sa carrière d'aller chercher des formations complémentaires, hein. C'est un métier où, évidemment, on a des connaissances qui évoluent très vite, donc il faut aussi maintenir un niveau de formation continue qui vous permette de retourner à l'école périodiquement pour effectivement continuer à vous former tout au long de votre carrière. après, moi, j'ajouterais que c'est même parfois une bonne chose, dans le sens où, par exemple, si vous voulez travailler comme en tant que vétérinaire de zoo, vous avez quand même dans les zoos une très grande partie des animaux qui sont avant tout des bovidés, des cervidés, enfin ce type de grands animaux qui finalement ne sont que les pendants sauvages des animaux de production. Et donc, c'est pas évident que ce soit pas forcément un avantage de faire plutôt de la médecine de production que de la médecine carnivore domestique, par exemple, pour rentrer dans ce genre de filière. En tout cas, ça apporte une autre approche. Il faut être conscient qu'il y a une proportion assez importante d'étudiants, de vétérinaires, une fois sortis de l'école, qui sont engagés dans une activité et qui vont changer totalement d'activité au cours de leur carrière avec cette possibilité. Donc, il ne faut pas penser non plus que tout se joue dans l'école ou dans les premières années de sortie. Il y a il y a une proportion non négligeable de vétérinaires qui changent complètement de carrière, d'espèce, de type d'activité, toujours dans le domaine vétérinaire. Donc là, on a un métier qui offre cette souplesse importante, hein, la possibilité d'exercer sur un panel très important d'activités. Donc ça, c'est vraiment une chance et la mobilité existe réellement. Ensuite, on avait une petite question. Quelle est la différence entre résidanat et internat? C'est deux types de formations complémentaires et qui sont dans un ordre chronologique, on va dire. Donc l'internat, c'est une formation d'un an qui a lieu généralement le plus souvent directement après la sortie d'école, même si en vrai, on peut tout à fait rentrer dans un cursus d'internat plus tard. Euh, et en termes d'internat, alors les internats officiels, c'est ceux qui sont dispensés par les écoles vétérinaires. À l'heure actuelle, il en existe en médecine des carnivores domestiques, en médecine des chevaux et en médecine des animaux de production. Euh, on travaille sur la possibilité d'ouvrir un internat en AC faune sauvage également, mais ce n'est pas encore fait. Euh, Après, le résidanat, comme je disais, une des conditions pour entrer en résidanat, c'est justement d'avoir fait un internat au préalable. Et le résidanat, c'est un programme là pour le coup de 3 ans, voire 4 dans certaines conditions, où là, on va vraiment passer ces 3 ans avec un spécialiste qui nous aura reconnu comme étant notre mentor, enfin qui se sera reconnu comme notre mentor. Et donc ça a lieu dans n'importe quelle structure où un spécialiste a ouvert ce type de programme, donc, que ce soit des ENV ou que ce soit des structures privées. Merci. Ensuite, on a un peu plusieurs questions en une. Quels sont les débouchés après une spécialisation en recherche en zoologie ou autre spécialisation de type NAC? Les métiers qui peuvent être exercés et dans quel type de structure? Je commence, du coup. Oui. Pour la partie NAC, comme on disait tout à l'heure, hein, tout ce qui est spécialisation NAC, ça ouvre à peu près n'importe quel type la voie à n'importe quel type de structure dans notre domaine. Donc, soit des structures privées qui veulent qui veulent ouvrir un service pouvant accueillir les NAC dans leur structure. Ça peut être, selon les spécialités, de travailler en zoo, ça peut être de travailler en faune sauvage, comme le disait Pascal, aussi bien des services administratifs que dans des groupes de recherche d'épidémiologie, par exemple, ou d'études sur le terrain à l'étranger également. Enfin voilà, la spécialité, il faut juste vous dire que
un plus. Enfin, c'est pas une formation obligatoire pour quelque chose. C'est pas comme, par exemple, il faut que vous fassiez vos études vétérinaires pour être vétérinaire. Ça, voilà, il n'y a pas de choix. Si vous voulez travailler comme vétérinaire, il faut faire les 5 ans d'études vétérinaires, enfin 5 ou 6 ans d'études vétérinaires. Si vous voulez travailler une fois que vous êtes vétérinaire, bah, vous êtes vétérinaire. Vous avez le diplôme qui vous autorise à pratiquer la médecine vétérinaire sur n'importe quel animal. Après, c'est vraiment juste une formation supplémentaire pour acquérir les compétences et se sentir confortable de travailler avec ces différentes espèces et pouvoir se prévaloir du fait que on est compétent dans ces espèces précises, mais on a cette compétence supplémentaire. Mais ça ouvre pas moins ou pas plus de débouchés qu'un vétérinaire, finalement. Oui, il ne faut pas avoir une conception trop rigide, trop cadrée des carrières. Et en plus, les écoles vétérinaires maintenant proposent la possibilité de suivre un parcours personnel, finalement, personnalisé. Donc, vous disposerez d'un enseignant qui va vous encadrer et vous allez pouvoir, au travers de la réalisation de stages, finalement, vous construire un petit peu une image de la projection que vous pourrez avoir de vous-même dans le futur. Et c'est l'occasion éventuellement aussi d'expérimenter un certain nombre de choses, d'avoir des échanges. On peut tout à fait finalement construire son projet professionnel tout au long des études. Et puis même à la sortie des études, si on ne sait pas trop quoi faire, on a toujours le temps de trouver les bons interlocuteurs, de se poser les bonnes questions, ensuite de s'orienter vers une voie qui, là encore, peut être évolutive. On ne s'engage pas forcément toute sa vie dans le même métier de vétérinaire. Merci. Alors, il y avait Bourron Célia qui demandait donc une question très particulière, enfin très ciblée. C'est j'aimerais être vétérinaire pour les oiseaux et plus particulièrement pour les rapaces en élevage. Du coup, est-ce que je dois me tourner plutôt vers vétérinaire spécialiste ou généraliste? Déjà, avant tout, être vétérinaire. Ça, c'est la première condition sine qua non. Après, alors ça dépend dans quelle mesure vous voulez, quel type de métier est visé, hein, parce que, par exemple, si on parle d'élevage de rapaces, par exemple, pour aller travailler, un exemple au hasard, dans les Émirats arabes, où ils ont énormément justement de structures qui accueillent les rapaces et qui reproduisent des rapaces, oui, généralement, il faut la spécialité de médecine, de médecine aviaire, de médecine et chirurgie aviaire. C'est ce qui est demandé. Après, en France, il n'y a pas vraiment de demande pour être un vétérinaire qui ne fait que du rapace ou même que de l'oiseau. C'est pas quelque chose qui existe à l'heure actuelle, ni qui, je pense, est possible à l'heure actuelle. Après, il faut avoir conscience qu'effectivement, les gens qui ont des rapaces, donc les fauconniers, sont des gens qui effectivement vont avoir tendance à chercher quand même des vétérinaires qui vont avoir la compétence pour soigner leurs animaux, ce qui est pas forcément très fréquent en oiseaux, hein. La plupart des vétérinaires généralistes se sentent pas de gérer ce genre d'animaux. Et donc, effectivement, c'est toujours un plus d'avoir la spécialisation. Après, si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, si vous regardez par exemple les vétérinaires qui interviennent, je ne sais pas moi, au Puy du Fou ou dans d'autres structures qui accueillent de la fauconnerie, tous les vétérinaires qui interviennent là-dedans ne sont pas spécialistes. Et pour cause, à l'heure actuelle, nous ne sommes que 3 spécialistes aviaires en France, et aucun d'entre nous, à ma connaissance, ne travaillons nous travaillons spécifiquement dans des structures accueillant des rapaces, quoi. Peu de choses près, quoi. Il y a quelques fauconniers dans notre clientèle, mais les grosses structures, on ne travaille pas dedans. Il y avait une question sur, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet escargot? Je vais invoquer le secret professionnel. D'accord, merci. Alors, comment peut-on travailler dans les réserves naturelles et est-ce qu'il y a plus de débouchés en Afrique? Et donc, dans quelle structure peut-on travailler sur la faune sauvage à part les zoos? Et les centres de soins, du coup. J'avais déjà évoqué les réserves naturelles en France, c'est des postes relativement limités. Il y a quelques vétos qui travaillent dans des réserves naturelles, mais pour le coup, c'est des vétos qui avaient plutôt une compétence forte en écologie ou
en biologie et qui finalement réunit deux passions en une passion pour l'animal et pour sa médecine et surtout pour le suivi de la gestion de la santé, et une passion plus large pour l'ornithologie ou pour les écosystèmes. Et en général, ce sont des vétérinaires qui sont plus dans la gestion de réserve. Donc là, ils vont moins faire de médecine vétérinaire, ça, il faut en être conscient. Euh, donc voilà, ce type de travail. Après, pour les réserves africaines, je sais, pour avoir encadré des stages, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste du domaine, qu'il y a effectivement dans un certain nombre de réserves, notamment en Tanzanie, des vétérinaires euh, fonctionnaires de l'État qui interviennent sur le suivi, mais qui sont plutôt sur le contrôle des mortalités, par exemple la réalisation d'autopsies ou le suivi des animaux. Là aussi, on n'est pas dans la médecine individuelle, on est dans la gestion de population. Et puis la surveillance du braconnage aussi, qui fait partie intégrante de la protection des animaux dans ce type de réserve. Je peux guère en dire plus. On avait une question. Qui paye les soins réalisés sur la faune sauvage? Alors, les soins réalisés. Alors, quand c'est les soins, donc je pense que vous avez bien compris qu'il y a plusieurs catégories de faune sauvage. La catégorie de faune sauvage avec propriétaire, donc là, si on fait référence au NAC ou à un fauconnier, par exemple, eh bien là, on attend que ce soit le propriétaire qui paye les soins. Effectivement, lorsqu'on est dans une configuration faune sauvage libre, sans propriétaire, donc typiquement la situation des centres de soins, c'est une des raisons de la fragilité de ce type de structure, c'est qu'il n'y a personne qui paye. Et donc finalement, c'est au centre de soins de trouver le système économique. Ça peut être le soutien par des institutions, ça peut être les soutiens par des associations, une recherche proactive de financement qui permet de financer les soins. Et ça explique pourquoi justement les centres de soins sont des structures un petit peu fragiles et qui ont le plus grand mal à rémunérer des vétérinaires, notamment des vétérinaires à temps plein. Il y avait une question à laquelle ni Nina ni moi ne souhaitions répondre, mais et que se passe-t-il si vous jugez que l'opération ne permettrait pas une réhabilitation de l'oiseau? Bah, je vais répondre. En règle générale, malheureusement, c'est souvent l'euthanasie parce que les centres de soins n'ont pas vocation, enfin surtout ne sont pas autorisés à garder des animaux infirmes. Alors dans un certain nombre de cas, évidemment, s'il s'agit d'une espèce d'intérêt majeur, bien sûr, on va essayer de lui trouver une solution. Ça peut être éventuellement un programme de reproduction. Par exemple, si vous aviez un gypaète barbu ou un vautour moine blessé et non réhabilitable, c'est sûr qu'on lui trouverait une possibilité de placement. Mais pour nous, par exemple, pour le CHUFS, clairement, les espèces qu'on reçoit, c'est des espèces qu'on peut qualifier de très banales, et quand bien même on essaierait de les placer, on aurait les pires difficultés, voire aucune solution d'hébergement possible auprès de refuges qui sont en France, en plus, la plupart saturés. Et ensuite, on avait une question qui rejoint la question des financements finalement. Qu'en est-il des vétérinaires bénévoles travaillant dans des associations qui s'occupent de la faune sauvage? Enfin, a priori, si c'est du bénévolat, il n'y a pas de, pas de rémunération. N'importe quel vétérinaire, à mon avis, doit pouvoir se faire accueillir à bras ouverts dans à peu près tous les centres de soins s'il souhaite pratiquer ses compétences bénévolement. Je pense que Pascal pourra me corriger, mais je pense que les centres de soins sont assez demandeurs de ce genre de pratique, même si je ne pense pas que ce soit très commun. Oui, et nous-mêmes recevons assez régulièrement des vétérinaires qui viennent faire du bénévolat dans notre structure, simplement au titre de l'envie de se former aussi, ou éventuellement de voir d'autres environnements. C'est aussi un échange finalement de bons services entre les structures d'accueil et puis les vétérinaires qui acceptent ou qui veulent rechercher des compétences ou une formation dans ce type de structure. Parce que là aussi, il y a le vétérinaire dans ce type d'environnement, mais aussi il y a beaucoup d'autres compétences. Souvent, il y a des soigneurs animaliers qui connaissent très bien la prise en charge des animaux, et puis des
des gérants aussi qui connaissent très bien justement tout ce qui est environnement particulier de la faune sauvage en lien avec justement cette spécificité très, très particulière qui est de préparer l'animal au relâché dans la nature. Donc il y a aussi l'aspect réhabilitation qui est très intéressant, qui sort un petit peu du registre de la science vétérinaire pure, mais qui est aussi un aspect très intéressant du fonctionnement des centres de soins, si on s'intéresse à ce type d'animaux. Il y a une question. Est-ce qu'il existe une spécialisation pour les mammifères marins? Pas à proprement parler. Mammifères marins, je pense que ça rentrerait probablement dans la spécialisation zoo, si on parle de la spécialisation européenne. Après, sur ce type d'animaux-là, c'est peut-être aussi un peu plus, comment dire? Je pense que la spécialisation américaine serait peut-être un peu plus adaptée. Alors, la spécialisation américaine, c'est un petit peu le pendant de la médecine zoologique, enfin de la spécialisation européenne. C'est seulement eux, ils n'ont pas décidé de se séparer en différentes parties et ils ont un diplôme de spécialiste pour l'ensemble de la médecine zoologique, dont les mammifères marins. Donc voilà, je sais qu'il y a des centres, notamment aux États-Unis, où le programme de résidence qui est offert se focalise essentiellement sur les mammifères marins, même si à la fin, l'examen est sur l'ensemble des espèces. Il y avait donc dans les dernières questions, travaillez-vous en lien avec la SPA ou 30 millions d'amis? Alors nous, moi je peux répondre juste pour le centre de soins parce que ce sont effectivement notamment des donateurs pour le fonctionnement de notre centre. Donc ce sont des partenaires qui sont importants et on peut éventuellement avoir ponctuellement pour la gestion d'un certain nombre d'animaux. C'est vrai qu'il peut, dans des situations bien particulières, on peut avoir des collaborations spécifiques avec la Fondation Brigitte Bardot aussi. J'ai vu ça dans un message, une question précédente, sont également des partenaires. Il faut savoir que le système français est très particulier parce que par rapport à d'autres pays où c'est plutôt des associations de protection de la nature qui financent, qui sont les bailleurs de fonds des centres dans d'autres pays, ici ce sont plutôt des associations de protection animale qui sont les bailleurs de centres des centres de soins. Donc c'est un système un peu particulier, un peu différent de ce qu'on trouve par rapport aux pays limitrophes. À l'échelle d'ENAC, non, pas particulièrement. Enfin, après, ça m'est arrivé de travailler avec ces différentes associations, mais plus d'un point de vue vétérinaire, c'est-à-dire, enfin, d'un point de vue vétérinaire qui soigne l'animal, c'est-à-dire ces associations qui nous amènent des animaux issus de leur refuge pour soigner, comme n'importe quel propriétaire, finalement. Voilà. Et puis après, effectivement, comme il y avait une réponse dans le chat que j'ai pu voir, certaines associations, comme par exemple la Fondation Brigitte Bardot, proposent des aides pour les propriétaires qui n'ont pas les moyens financiers de faire soigner leur animal. Donc, bon, on ne travaille pas directement avec eux dans ce cas-là, mais voilà, on peut rediriger les propriétaires vers ces associations pour qu'ils montent un dossier et voient si une partie des soins de leur animal peut être pris en charge par ce type d'association de protection animale. Il y a Zoé qui demandait: y a-t-il d'autres critères pour exercer une spécialité? Vous parliez donc par exemple de faire 60% minimum de son temps sur, enfin voilà. Oui, il y a toute une liste de critères qui permettent de alors, il y a une liste de critères qui permet, de devenir spécialiste, donc comme, principalement d'avoir fait le programme de résidence et d'avoir passé l'examen à la fin, mais d'autres petites conditions pour pouvoir passer cet examen. Et une fois qu'on est spécialiste, tous les 5 ans, on doit, comment dire, remonter un petit dossier qui montre que on continue à pratiquer dans notre domaine avec toute une liste de critères à remplir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que je ne les connais pas par cœur et puis parce que c'est un petit peu technique. Si tu es vraiment intéressé par tout ça, il n'y a aucun souci. Je t'invite à aller voir sur le site du Collège européen. Donc, il suffit de taper dans Google vétérinaire ECZM, donc pour European College of Zoologic Medicine. Et dedans, tu as par spécialité les textes, comment dire, les textes fondateurs quoi, des différentes spécialités, où tout ça est bien détaillé, en anglais par contre. Mais voilà. Et ensuite, il y avait une dernière question à laquelle je pense avoir partiellement la réponse. Marion qui demande: pensez-vous que présenter un projet faune sauvage à l'oral du concours C est une bonne idée? Et si oui, comment?
Alors, je peux en parler parce que je suis évaluateur du concours C. Donc, je dirais que l'important, c'est surtout de bien préparer son argumentaire et surtout de travailler sur l'authenticité de ce qu'on va présenter finalement. Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de meilleur parcours a priori par rapport à ce type de concours. Simplement, comme c'est un parcours bien particulier, dans ce cas-là, assez original, il faut vraiment essayer d'en mesurer les enjeux, d'essayer d'être crédible sur ce qu'on va présenter et montrer que c'est vraiment ce à quoi on a réfléchi et montrer qu'on y a réfléchi. Être Il y a eu, convaincant et authentique. il y a eu des questions sur la proximité de l'homme avec les animaux sauvages durant leur traitement. Puis dans une autre question, du coup, comment on fait pour comme les pies, du coup, oula, qui, comme les pies, se très vite au contact de l'homme. Il manque le verbe. Domestique, d'accord, qui se domestique. Pardon. Oui, alors tout dépend en fait de là, on est, c'est vrai, dans une partie très intéressante de la gestion de la relation à l'animal parce qu'en fait, c'est très dépendant de ce qu'on veut faire de cette relation. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on est dans un cadre de captivité permanente, où là, pour le coup, on peut rechercher une certaine familiarité avec un certain contact avec l'animal. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de techniques, des techniques notamment de vétérinaire, ce qu'on appelle le medical training aussi, qui permet d'habituer les animaux à subir un certain nombre de traitements ou d'interventions sans danger pour l'animal et pour l'homme. Donc là, on est plutôt dans de la captivité permanente et faire en sorte que finalement le relationnel soit suffisamment satisfaisant pour que les choses, les interventions se passent bien. Et à l'inverse, dans le cadre des centres de soins, pour le coup, il s'agit justement de ne pas avoir une familiarisation trop importante de l'animal à l'homme, puisque l'objectif, quand on le relâche, c'est pas que ce qu'on est un animal qui recherche le contact de l'homme, bien au contraire. Donc là, ce sont des techniques qui peuvent être totalement différentes d'approche de l'animal pour une même espèce, selon qu'elle est destinée à une captivité permanente ou une captivité transitoire, on peut avoir des techniques différentes justement pour éviter une familiarisation excessive dans un cas, ou au contraire pour rechercher une familiarisation qui soit compatible avec des interventions sans risque. J'arrive au bout de mes questions. Hein, comment devenir vétérinaire dans un zoo? C'est toujours un petit peu ce qu'on disait depuis le début. Hein, donc, il faut. Je pense que à l'heure actuelle, ça dépend où est-ce qu'on veut aller. Dans les zoos en France, il ne faut pas non plus se le cacher. Ça se fait aussi beaucoup par la connaissance des gens, hein, par le côté un peu social. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin de ma présentation, c'est qu'il faut faire des stages. Il faut commencer par faire des stages pour se faire connaître dans les différentes structures, commencer à voir un petit peu comment les gens travaillent, commencer à se faire connaître, que eux voient comment vous travaillez. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez des zoos qui ont juste besoin d'un vétérinaire généraliste, qui n'ont pas forcément besoin d'une médecine très avancée. Et à ce moment-là, tant que vous êtes vétérinaire et que vous êtes intéressé et que vous arrivez à trouver un accord avec eux, il y a cette possibilité-là. Après, comme le disait Pascal, de plus en plus à l'heure actuelle, les zoos ont tendance à rechercher quand même des spécialistes en médecine zoologique. Et donc, ça nécessite de faire la spécialité à ce moment-là. D'autant plus vrai qu'ils créent, beaucoup de zoos créent leurs propres internats et leur propre résidence. Donc, effectivement, ils sont dans une dynamique plutôt d'incorporer dans leur structure des spécialistes. C'est ça. Et donc, ça va se faire, oui, ça augmente aussi le fait que ça se fasse un petit peu en cycle fermé, dans le sens où finalement, les futurs vétérinaires des différents zoos seront les étudiants et vétérinaires qui auront suivi ces différents parcours d'internat et de résidence dans ces zoos. Et encore une fois, la porte d'entrée pour ces internats, c'est avant tout les stages. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, quoi. Il faut se faire connaître.
On a quelques questions là qui arrivent dans le chat sur le métier de zoologiste. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que c'est... Bref. Alors, le terme de zoologiste, c'est un terme assez vaste. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était réduit finalement à une approche des aspects de systématique, donc connaissance de la classification des animaux. Si vous allez regarder sur le site du Muséum d'histoire naturelle de Paris, vous allez trouver un certain nombre de spécialistes qui sont spécialisés dans des taxons donnés, donc des spécialisés dans les oiseaux, par exemple, des spécialisés dans les amphibiens, etc. Donc, zoologiste au sens très large, je ne suis pas sûr que ça soit une option actuelle. Il y a quand même un certain nombre de scientifiques qui sont spécialisés sur des taxons particuliers ou sur des thématiques ou sur des disciplines qui peuvent se rapprocher de la faune sauvage. Donc, on avait déjà évoqué les aspects d'écologie, d'éthéologie, ça peut être aussi de la génétique. Enfin, il y a un certain nombre d'aspects. Donc, les deux voies d'entrée, disons, c'est une combinaison de champs disciplinaires de type éthologie, écologie, génétique, une fois de plus, ou épidémiologie, et de l'autre côté, des compétences sur un taxon donné. Ça peut être effectivement les oiseaux en particulier. Donc, on a un certain nombre de scientifiques. Donc là, on est plutôt sur des schémas de formation universitaire où on a des gens qui vont soutenir des thèses justement dans des disciplines qui vont porter sur un taxon particulier, une discipline particulière. Voilà ce qu'on peut avoir comme type de profil. Le terme de zoologiste, c'est vraiment ça embrasse peut-être un champ qui n'est plus d'actualité réellement parce que très très vaste et finalement se définit plus par des compétences sur des thématiques scientifiques, le taxon lui-même n'étant qu'un support de cette compétence. D'accord, bah, merci beaucoup. Nous, on arrive à la fin des questions qu'on a notées, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat assez vite si jamais on a oublié de questions. Et puis bah, sinon, je remercie à tout le monde d'être venu, d'avoir assisté à la conférence. Je remercie aussi Arne et Pascal et Coutan pour leur conférence. Et voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à Merci. vous. Bonne soirée. Salut Thomas. Ouais, à la prochaine. Bonsoir.